À l'Internet, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Je sais comme pas pourquoi, mais c'est super intéressant. Ça va pas réellement avec le style de mes vidéos. Ben, peut-être un peu, mais vous allez voir, c'est une vidéo qui est très suspense. Donc, restez là. Le 12 octobre 1972, un avion transportant 45 passagers s'en allait pour un match de rugby. L'avion est parti de l'Uruguay pour atterrir à Santiago au Chili. Justement, l'avion transportait une jeune équipe qui s'en allait jouer un match. En plein vol, la température était assez mauvaise, donc l'avion a décidé de faire un arrêt d'urgence à Mendoza, en Argentine. En fait, Mendoza, c'est le dernier aéroport avant de traverser la cordillère des Andes. L'équipe a passé une nuit en Argentine et le lendemain, un vendredi 13, oui, un vendredi 13, ils sont repartis pour atterrir au Chili. Tout le long, l'avion volait à basse altitude parce que à ce qui paraît, je sais pas, mais il paraît que c'est très difficile de traverser les Andes, la cordillère des Andes. Mais ça allait quand même bien. Les gars de l'équipe jouaient avec leurs amis, faisaient des blagues. Sérieux, il y avait une atmosphère très détendue dans l'avion. Et là, en chemin, le pilote a fait une erreur. Au lieu de contourner les Andes, il a décidé d'aller au nord et carrément passer à travers les Andes. Il s'est trompé. C'est une petite erreur, mais cette erreur aura changé la vie de 45 personnes. L'avion a donc pris la direction de Curico. L'équipage a appelé la tour de contrôle de Santiago pour leur signaler que l'avion se dirigeait vers Curico et demandait l'autorisation de virer vers le nord pour atteindre Santiago. Control Santiago, Fuerza Aérea, Uruguaya 571. Uruguaya 571 Santiago. Buenas tardes Santiago. Uruguaya 571 sobre Curico. Alors qu'ils sont en plein au-dessus de la chaîne de montagne, ils sont persuadés de l'avoir déjà franchie. Le commandant de bord commet une erreur inexplicable et il prend la décision catastrophique d'obliquer vers le nord, ce qui aura une conséquence fatale pour tous les passagers de l'avion. Les turbulences ont commencé et l'avion a dit bon ben on se prépare pour l'atterrissage. Lui, il s'attendait à atterrir au Chili carrément, il pensait qu'il était presque arrivé. Mais malheureusement, il était encore dans les Andes avec tous les vents que les Andes peuvent provoquer. Très rapidement, l'avion a crashé dans les montagnes à 15h32. Comme vous vous imaginez, dans un crash d'avion, c'était horrible. 12 personnes, dont le pilote, sont mortes dans l'impact. Plus de 33 personnes ont survécu. Le crash, il y avait énormément de blessés. C'était complètement enneigé. Il faisait moins 34 degrés Celsius. Pour nous, les Québécois, moins 34, ça arrive quand même fréquemment, mais c'est très, très froid. Et en plus de ça, imaginez-vous, sans bottes, sans gants, sans manteau, sans bonnet, sans tuque. C'est extrêmement froid, surtout quand tu dois t'occuper de plusieurs blessés. Durant la nuit, 5 personnes de plus sont mortes. Donc, il restait 28 personnes à l'intérieur de l'avion, encore vivantes. Et j'imagine que ça a été très difficile parce qu'ils ont dû déplacer les cadavres à l'extérieur de l'avion pour faire plus de place. Mais ça, c'est vraiment pas le pire. Vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient. Les survivants n'avaient rien à boire, rien à manger. Il y avait des petits chocolats qu'ils avaient trouvés dans l'avion, mais ils ont duré seulement quelques jours. Ils ne pouvaient pas chasser, ils ne pouvaient pas pêcher. Il y avait que dalle. T'es dans les montagnes, il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages à cet endroit-là. C'est très, très difficile de survivre. Et là, il y a de quoi d'extrême qui s'est passé, un miracle si on veut. Il y a l'un des morts qui a commencé à bouger. En fait, il croyait qu'il était mort, il était tout simplement dans un coma et le froid glacial l'a maintenu en vie. Il a tout simplement ouvert les yeux et il était comme neuf, il allait super bien.
Il a été prouvé récemment qu'une température très basse, ce qu'on appelle un état d'hypothermie, est le seul neuroprotecteur efficace quand le cerveau est endommagé. Le fait que Nando ait été considéré comme mort par ses camarades et qu'il l'ait placé à l'endroit le plus froid, c'est-à-dire à l'entrée de la cabine avec les blessés graves et les cadavres, a probablement eu un effet protecteur sur son cerveau commotionné. Pendant ce temps-là, l'avion est tout simplement porté disparu comme Air Malaysia. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. L'avion était tout simplement disparu parce que le pilote avait donné des mauvaises indications. Lui, il pensait atterrir au Chili, mais il était encore pris dans les Andes. On cherchait l'avion, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y a des survivants? Où est l'avion? Il y a plusieurs avions qui ont cherché, qui ont survolé les Andes, mais c'est extrêmement difficile de chercher un avion blanc dans la neige. Donc après une dizaine de jours de recherche, ils ont abandonné. On est maintenant rendu le 8e jour. Une autre personne est morte. Donc, il reste maintenant 27 survivants. Là, les survivants ont vraiment commencé à mourir de faim. Ça fait 10 jours que tu manges rien. Tu crèves de faim carrément. Là, l'instinct de survie est enclenché. Qu'est-ce qu'on fait pour survivre? Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils buvaient de l'eau, de la neige fondue. Je sais que tu peux quand même survivre à un jeûne pendant, c'est ça, plus de 10 jours si tu bois de l'eau fraîche. L'eau de la neige, je sais pas si c'est si bon. J'ai l'impression que ça te déshydrate plus, mais je dis ça comme ça, je suis pas sûre. Il y avait plus de force pour justement survivre. C'était extrêmement difficile. Et là, il y a quelques survivants qui ont commencé à parler de manger les corps des cadavres. Ça a été extrêmement difficile, j'imagine, mais là, comme j'ai dit, tu es en instinct de survie. Qu'est-ce que tu fais pour survivre? Tu dois manger. Tu as des corps qui sont offerts à toi. Est-ce que tu les manges? Là, les 27 survivants se sont comme divisés en 2 clans. Ceux qui voulaient manger les corps, ceux qui ne voulaient pas. Ils trouvaient ça trop inhumain, c'est normal. Ceux qui voulaient manger les corps, ils essayaient de convaincre ceux qui ne voulaient pas en leur disant: quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu manges? Puis là, il était là, une hostie. Bon, mais l'hostie, ça représente le corps du Christ. On va faire la même chose. Et étonnamment, cette analogie a aidé quelques-uns à survivre. C'est des latinos, très catholiques encore là. Ils se sont dit, ouais, c'est vraiment notre seule solution. Là, ils ont commencé à faire des armes avec les parties de l'avion qui restaient. Puis tu te dis, pourquoi une arme si il n'y a pas de bêtes sauvages à chasser? En fait, l'arme, c'était pour couper les corps gelés. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé des petits morceaux du corps de leurs amis morts. Je suis désolée d'entrer dans les détails, mais c'est vraiment ça l'histoire. Ils ne pouvaient même pas faire de feu pour faire cuire. Je sais pas si cuit, ça goûterait meilleur. Je suis vraiment pas experte là-dedans. Mais ils mangeaient ça gelé. Je sais pas, quand c'est gelé, peut-être tu goûtes à rien. Je sais pas si c'est mieux. Mais bon. Et ça peut paraître dégueulasse, mais c'est en mangeant les cadavres qu'ils ont réussi à survivre, à reprendre des forces, de l'énergie. Et c'est grâce à ça qu'on peut raconter leur histoire aujourd'hui. Certains Là, au bout d'un moment, les cadavres, il n'y en avait plus. Ils se sont épuisés. Il n'y avait presque plus rien à manger. Là, ça fait 18 jours qu'ils sont là. 27 survivants. Ils commencent à se décourager ben raide. Il n'y a plus rien à manger. Là, ils voient plus aucun avion survoler les Andes. Fait qu'ils savent qu'il n'y a plus personne qui les cherche. Ils perdent tout espoir. Ils pensent qu'ils s'en sortiront pas. Et là, c'est incroyable, incroyable, incroyable. À un moment, pendant la nuit, il dormait et il entend comme des bruits étranges, comme si plusieurs chevaux couraient vers eux à toute vitesse. Là, ils sortent un peu pour voir qu'est-ce qui se passe et là, ils voient une avalanche qui s'en vient s'abattre sur eux. Il y a quelques-uns des hommes qui se sont réveillés, mais là, paf, l'avalanche a frappé l'avion. L'avion s'est tout de suite retrouvé enseveli de neige. Et comme il était à l'intérieur de l'avion, ben, tout l'avion à l'intérieur s'est rempli de neige aussi. Les hommes étaient plus capables de bouger, de respirer parce qu'il y avait de la neige jusqu'ici. 2 hommes qui ont quand même réussi à se sortir de là, ils ont déterré leurs amis, mais malheureusement, 8 personnes de plus sont mortes durant l'avalanche. L'avalanche a dévalé la montagne. Elle a pénétré à l'intérieur du fuselage éventré, défonçant la paroi que les survivants avaient bâtie pour se protéger. Et elle a englouti tous les gens qui se trouvaient à l'intérieur. 2 secondes plus tard, j'étais enseveli sous la neige. En un instant, des tonnes de neige ont envahi la carlingue et nous ont totalement recouverts. La dernière femme survivante est morte sous l'impact. Donc c'est vraiment horrible. Ils sont rendus 19 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour survivre? Ils sont même pas capables de se sortir de là. L'avion était tellement enterré, il n'y avait plus de lumière. Ils n'étaient pas capables de s'en sortir. Il était gelé
carrément dans la neige à côté de leurs 8 amis morts. Pendant 3 jours, ils ont été là sans capable de sortir de l'avion. Il y a un des hommes qui a trouvé un bâton, donc il a fait un trou dans le plafond. Ils ont creusé une sorte de tunnel, ils ont réussi à se sortir de l'avion. Ça aussi, ça les a aidés à survivre parce que ils sont sortis de l'avion et tranquillement, la neige a commencé à fondre et l'avion a recommencé à apparaître. Je trouve ça tellement miraculeux, cette histoire-là. Et là, les gars ont commencé à faire des expéditions. Ils ont découpé les bancs d'avion pour se faire des sortes de bottes. Parce que pensez à ça, ils ont des petits souliers. Et pour pouvoir aller chercher de l'aide, ça te prend de l'équipement pour pouvoir marcher dans la neige. Donc, c'est ça. Avec les bancs, ils ont commencé à pouvoir aller un petit peu plus loin à chaque fois. Là, ça va faire 1 mois qu'ils sont à cet endroit. Il y a 2 hommes qui ont décidé de partir explorer assez loin. Et ils ont dit, là, c'est notre seule chance. On va mourir de faim, sinon, faut qu'on parte. En marchant un peu plus loin, ils ont trouvé la queue de l'avion qui était disparue également sous l'impact. À l'intérieur de la queue, ils ont trouvé d'autres chocolats qui ont réussi à les maintenir en vie un petit peu plus longtemps. Et ils ont trouvé un appareil photo. Ils ont donc pris ces photos qu'on voit aujourd'hui. « 34 jours après, l'un des survivants est mort de gangrène à cause qu'il avait une jambe blessée puis ça s'est infecté. 3 jours plus tard, un autre survivant lui a dit « Moi, je suis plus capable de manger des cadavres, ça m'écoeure. » Donc, il s'est laissé mourir de faim. Le 12 décembre, 3 hommes sont partis à l'expédition, sont partis vers l'ouest, vers le Chili, pour escalader les montagnes et dire « Là, il faut qu'on trouve une solution. » Là, ils voyaient comme une montagne au loin. Ils disent « Ça va nous prendre 1 journée le faire, mais on y va. » Ils sont partis. C'était extrêmement fatigant. Ils ont pris 3 jours pour escalader la fameuse montagne. Et là, rendu en haut, ils étaient complètement découragés parce que tu vois une montagne, tu te dis je vais la traverser puis il y a peut-être quelque chose après. Peut-être que c'est là va être ma solution. Mais non, en étant au sommet de la montagne, ils ont vu plein d'autres montagnes à perte de vue. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Là, on en a tellement encore pour plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais complètement épuisé en arrivant sur l'un de ces faux sommets. J'ai dit à Roberto, je suis à bout de force. Roberto m'a répondu, tu respires oui ou non? Si tu respires, tu peux y arriver. Tu as raison, je lui ai dit. Tant que je suis capable de respirer, je continuerai. Si on retourne, on reviendra jamais. Là, on l'a escaladé la montagne, ça nous a pris 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On continue et on meurt ou on revient sur nos pas et on meurt. Ils ont décidé de continuer malgré qu'il n'y avait plus aucune réserve de chair humaine. Ils avaient amené des bouts de viande là, pour en manger entre-temps. Et ils ont dit, regarde, on va continuer, tant pis. Et là, en continuant, ils sont arrivés à un moment où la neige s'arrêtait. Pour eux, c'était extraordinaire parce que marcher dans la neige, c'est tellement épuisant, froid surtout. Et là, quand tu vois, tu es sur la terre ferme, on dirait que ça donne un petit boost pour continuer. Ils ont continué à marcher, ils ont vu des rivières, ils ont pu s'abreuver. Ils ont continué et là, ils ont vu une vache. Une vache. T'es là genre, OK, s'il y a une vache ici, il doit y avoir de la civilisation pas loin. Et là, au bout du 71e jour, ils ont vu de l'autre côté de la rivière un homme en cheval. Ils ne pouvaient pas traverser la rivière parce qu'il y avait beaucoup de courant et ils se seraient noyés. Donc, ils ont fait des signes à l'homme et ils ont envoyé un petit message roulé. Ils ont envoyé ça. Voici le message. L'homme leur a lancé du pain et du fromage pour qu'ils puissent manger quelque chose. Et 10 heures plus tard, il est revenu avec des militaires pour les secourir. Regardez cette vidéo qu'ils ont filmée. Et soudain, la réalité nous a rattrapés. Des journalistes et des reporters sortis de je ne sais où ont commencé à apparaître au milieu des montagnes. Donc là, ils étaient rendus au Chili, fait qu'ils auront traversé les Andes à pied, sans foulard, sans manteau. Moi, je trouve ça incroyable. Quelques hélicoptères sont allés secourir le reste des passagers.
16 personnes auront survécu pendant presque 2 mois le crash dans les Andes. Donc je sais que c'est pas vraiment une histoire de mystère ni rien, mais je trouve ça tellement encourageant. Ça fait changement de mes vidéos déprimantes. Écoutez, il y a juste un message à retenir de cette vidéo-là, c'est quand on veut, on peut. Ces hommes avaient un vouloir exceptionnel. Écoutez, ils ont tout fait pour survivre et ils ont réussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo un peu inusitée, laissez-moi un thumbs up. Allez vous abonner à ma chaîne pour une autre vidéo dimanche. Sinon, on se revoit bientôt pour un nouveau Fridays. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.